Tu as sûrement vu cette campagne Rhode, la marque Daily Bieber qui collabore avec Krispy Kreme pour promouvoir son baume à lèvres Strawberry Glazed. Il s'agit d'une collaboration entre une marque de maquillage et une enseigne de donuts. Rien que ça. Alors évidemment, Internet s'enflamme, les gens parlent, ça fait des millions de vues. Et bien évidemment, tout le monde veut le gloss qui sent la fraise et la vanille et qui fait des lèvres glazed. Et c'est pas un hasard si ça a fonctionné. On est rentré dans une nouvelle ère du marketing de la beauté, une ère où les produits cosmétiques nous sont désormais vendus comme des desserts. Après la marque des vagues scientifiques comme The Ordinary, Typologique, Inky List et toutes ces marques qui ont cannibalisé ce marketing de la science, où tout était sobre, blanc, rationnel, pipette à la main, avec la molécule bien cadrée. Puis ensuite la phase Joyful Science avec des marques comme Drunk Elephant, Glow Recipe ou Yepoda qui nous promettaient des molécules efficaces mais avec un peu plus de fun, avec un peu plus de dopamine. Nous rentrons désormais dans la tendance de la foodification. Et ça, je t'en parle déjà depuis plusieurs vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle tendance de vouloir rendre tes cosmétiques aussi attrayants et désirables que des gâteaux. Si tu as envie de comprendre pourquoi on te vend désormais un cosmétique comme un dessert, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car il y aura une petite surprise. D'ailleurs, si tu souhaites soutenir mon travail ainsi que celui de Claire Vie, n'hésite pas à liker la vidéo, à la booster si c'est possible pour permettre à l'algorithme et à des milliers de personnes de ne plus être dupes face à cette nouvelle manipulation marketing que tout le monde fait semblant de ne pas voir. La foodification, c'est un mot un petit peu barbare pour décrire cette stratégie marketing massive, hyper ciblée, qui utilise le langage universel du plaisir ainsi que celui de la récompense et de la gourmandise pour nous inciter à faire une seule et même chose: consommer. L'industrie ne veut plus que vous soigniez votre peau avec un simple sérum. Elle veut que vous le dévoriez des yeux avec un smoothie capillaire ou un latte make-up. On est carrément sur un espèce de glissement sémantique et sensoriel qu'on va aujourd'hui décrypter ensemble. Dans cette vidéo, on va retracer les origines populaires de cette tendance pour comprendre comment ce discours sucré enfantin est en réalité un outil de distinction sociale et également de surconsommation extrêmement puissant. Alors, accroche-toi parce que l'analyse, elle va être beaucoup moins douce que les produits qu'on souhaite te vendre. Et puisqu'on te parle de foodification, impossible de ne pas te parler de la K-Beauty. Parce que pour le coup, c'est littéralement le royaume des textures qui donne faim. Les toners ressemblent littéralement à du lait. Pour le coup, on argumente beaucoup sur le riz, la fermentation du riz, la Centella asiatica. Et c'est là où c'est intéressant parce que contrairement aux produits occidentaux qu'on te vend un produit soi-disant à la mangue ou au beurre, et bien finalement, la K-Beauty va vraiment pousser la formulation beaucoup plus loin. Ça va rester sensoriel, mais ça va également proposer des formules plutôt clean, sans huiles essentielles, sans parfum pour ceux qui le souhaitent, adapté aux peaux sensibles et donc qui va respecter ta barrière cutanée. C'est pas forcément bio, mais c'est toujours bien formulé. Et c'est exactement ce que tu vas retrouver dans la Black Friday Box de YesStyle. Tu vas retrouver tous les beauty gems à l'intérieur, dont certains sont des best-sellers absolus. Tu vas retrouver les bean cream, également du maquillage avec cette jolie palette pleine de paillettes, des soins pour les peaux grasses, mais également des sérums au rétinal. Il y a vraiment tous les best-sellers de la K-Beauty. Vraiment, la box, elle est juste incroyable. Et je vais être honnête, si j'accepte de collaborer avec YesStyle, c'est entre autres pour 3 raisons. Déjà, leur crème solaire. J'ai jamais vu des crèmes solaires aussi respectueuses d'une barrière cutanée et même quand t'as une peau ultra comédogène. Il n'y a pas de film blanc, il n'y a pas d'effet gris, il n'y a pas d'effet gras, il n'y a pas de comédon. C'est fluide, invisible, pensé pour toutes les peaux. La K-Beauty, c'est également un refuge pour toutes les personnes qui ont une peau ultra comédogène et qui ne supportent pas les huiles. Toutes celles qui font vraiment des micro-comédons à chaque fois que tu utilises un sérum un tout petit peu plus riche, plein de petits micro-kystes. Et pour le coup, les produits de K-Beauty, même s'ils sont hyper hydratants et nourrissants et qu'ils réparent ta barrière cutanée, ils n'ont pas forcément beaucoup d'huile à l'intérieur. Parce qu'elles misent sur des esters qui sont ultra légers, non occlusifs, des bases qui sont vraiment formulées pour éviter l'effet film trop gras, trop riche sur la peau, mais surtout qui te font une belle peau glowy. Et je ne parle même pas des sérums au rétinol. Pour moi, la K-Beauty font les meilleurs sérums au rétinol de toute la terre. Souvent c'est des rétinols qui sont encapsulés, qui vont se libérer beaucoup plus doucement sur la peau. C'est confortable, c'est doux, c'est pas irritant et ma peau les tolère très bien. Et si je t'en parle dans une vidéo sur la foodification, c'est pas du tout par hasard parce que pour le coup, c'est l'exemple parfait du marketing sensoriel et ça te montre également que c'est pas une coquille
totalement vide. Et bien évidemment, l'offre promotionnelle est assez intéressante puisque du 24 novembre au 1er décembre, tu as plus de 50 marques en méga promo et avec mon code qui te donne moins 15% sans minimum d'achat pendant les 72 heures suivant la publication de cette vidéo. Donc si tu veux tester une routine coréenne, n'hésite pas à passer par mon lien, à cliquer sur mon lien pour soutenir mon travail et celui de Clairvy. C'est littéralement le moment. Définissons ensemble très clairement de ce dont on parle. La foodification, c'est cette nouvelle tendance à associer l'univers de la beauté à la nourriture, principalement de manière visuelle, sensorielle ou encore sémantique. C'est un marketing qui ne te vend effectivement plus un soin, mais une expérience gourmande et imaginaire. Ça se manifeste par des packagings qui ressemblent à des pots de yaourt, à des tablettes de chocolat, à des briques de lait, à de la crème pâtissière, des textures ultra sensorielles, on te parle de fondant, de mousse, de beurre feuilleté, de chantilly, que sais-je encore. Et pas que, il y a également les parfums inspirés des pâtisserie, donc de la vanille, du miel, de la fraise, du lait, du cacao et du café. Et pourquoi ça fonctionne autant? Tout simplement parce que ça active le phénomène dans ta tête, la zone du plaisir, la zone de la récompense. Rien que la vue ou l'odeur d'un gâteau dans une boulangerie nous procure déjà une espèce de sensation immédiate de bien-être, ou alors ta bouche salive, et les marques en fait transfèrent tout simplement cette satisfaction produite aux produits désormais cosmétiques pour provoquer une impulsion d'achat. Résultat, tu n'achètes plus vraiment une crème hydratante, t'offre un moment sucré et réconfortant. Et c'est là toute la puissance de ce marketing. Il transforme en fait un produit somme toute banale en petite récompense sensorielle comme un petit gâteau. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport entre la nourriture et le soin, c'est pas nouveau. Faut savoir que nos grands-mères n'avaient pas besoin d'influenceuses ni de packaging en forme de pot de yaourt pour commencer à faire ça. Elles faisaient déjà à l'époque leur masque avec ce qu'il y avait dans la cuisine, le vinaigre de cidre pour se rincer les cheveux, le savon de Marseille pour le corps. Pour les plus téméraires dont faisait partie ma grand-mère, un petit peu de suif, qui n'est autre que de la graisse de porc sur la pointe de leurs cheveux pour les garder nourris et hydratés. À l'époque, la frontière entre la cuisine et la salle de bain n'existait pas vraiment. Et ce geste en fait très instinctif, je fais avec ce qu'on trouve dans les placards de ma cuisine, a refait surface. Sauf qu'il a pris un sens complètement différent. En 2010, on a bien tous assisté au mouvement Napier, à l'avènement du mouvement Napier sur YouTube. Des milliers de femmes noires ont partagé avec nous l'ensemble de leur routine capillaire maison. On avait des masques à l'avocat que fait encore Cardi B, les bains d'huile, de tournesol, d'olive, les graines de lin faites à la casserole, bref, du vrai, du brut, du fait maison, et surtout un acte de réappropriation pour avoir sa propre identité capillaire. Il y avait là un rejet drastique des lissages, des défrisages, des formules siliconées et surtout de la standardisation que nous imposaient ces produits de beauté occidentaux. Comme les cheveux ne sont pas uniquement des cheveux, là il ne s'agissait pas seulement de DIY, c'était également un mouvement politique dans un monde où les marques tout simplement négligeaient totalement les femmes aux cheveux crépus. Et pas que, il y avait les cheveux texturés aussi, mais bon. Et comme toujours, quand quelque chose prend de l'ampleur, les grandes marques sortent leurs petites jumelles. Elles ont vu ce désir du naturel, du retour aux sources, de la cosmétique clean, et elles se sont dit parfait, on va refaire la même chose et leur vendre ça. Elles ont pris des pseudo-recettes ancestrales, elles les ont passées dans leur mixeur marketing de base, elles ont mis ça dans des petits pots colorés et elles ont vendu ça avec des noms pseudo-vegan. Et résultat, le masque qui te coûtait littéralement 3 centimes à faire chez toi te coûtait 19 € et vendu ça comme superfood pour tes cheveux. Ce qui était finalement un geste intime de revendication, c'est devenu une esthétique de vente. Les marques t'ont expliqué pendant des années que ta peau méritait ou tes cheveux le meilleur de la nature, pendant que la nature en question, elle était disponible à 0,03% dans la formulation. On avait ça d'extrait d'avocat pour ça de silicone et ça te flotte. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce discours continue, mais il est mieux emballé. Sur les réseaux sociaux, on voit apparaître des nouvelles tendances, des nouvelles obsessions, par exemple le top 10 des parfums gourmands pour cet hiver, mon layering pour le corps pour sentir la pâtisserie. Tout le monde veut sentir un espèce de gâteau à la vanille. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus les gens veulent sentir le gâteau, mais moins savoir ce qu'il y a dedans. Alors que le mouvement Napier, quant à lui, il parlait d'autonomie, de prise de conscience, et les marques, elles ont un peu vraiment twisté ça pour le faire passer comme un marketing du sucré. Mais avant que les marques ne te vendent des produits à la banane, il y a eu une ère tout aussi hypocrite, celle du greenwashing qui s'est déroulée dans les années 2000 à 2010 et a eu cette
explosion des produits naturels. D'un seul coup, tous les rayons de beauté avaient leurs cosmétiques naturels qui se couvraient de feuilles, de vers, de gouttes d'eau, de papillons. On nous disait que c'était respectueux pour la planète, respectueux pour l'Amazonie. On nous parlait de pureté, il y a eu plein de marques qui se sont lancées dans le secteur. The Body Shop, Garnier, Lovea, tous surfaient sur cette vague. Le discours c'était venez, on est proche de la nature, on est naturel, on ne fera rien à vos cheveux, ne vous inquiétez pas, on court tout nu dans les champs de blé. Sauf que bien entendu, tout ce qui était proche de la nature, c'était uniquement la couleur verte sur le packaging. Derrière toutes ces promesses de végétalité, on retrouvait bien évidemment des sulfates, des silicones, des PEG, des perturbateurs endocriniens, bref la totale. Et avec juste un tout petit peu d'extrait naturel pour dire qu'on était à l'huile d'amande bio. Et à l'époque, on pouvait pas vérifier, pas d'analyse, pas de compte Instagram, pas d'application, pas de la petite Gabi, pour te dire que ton shampoing à l'aloe vera, en réalité, il en contenait que 3 minuscules microgrammes et que la majorité de sa formulation c'était des sulfates. C'était l'époque finalement bénie du naturel mais uniquement d'apparence. Et les marques en ont bien profité. On se vendait évidemment n'importe quoi en supermarché à des prix tout doux pendant que des vraies marques clean galéraient à se faire une place sur le marché. Mais finalement grâce aux avènements des applications mais également des créateurs de contenu clean, les consommateurs ont enfin fini par se réveiller. Et c'est à partir de ce moment-là où les marques ont compris la leçon. On ne peut plus mentir sur la composition, donc on va déplacer la manipulation. On ne va plus vendre une formule, on va vendre un ressenti. On ne va plus vendre un actif, on va vendre une émotion. Et aujourd'hui, on est au moment exact où le marketing du green est déplacé sur le gourmand. On est passé du végétal au sensoriel. On est passé du proche de la nature à proche du plaisir. Et pour comprendre ce phénomène de la foodification, il faut d'abord remonter en fait à la première industrie qui a transformé en fait le corps en pâtisserie, et je parle bien entendu de la parfumerie. En 1992, pour celles qui se souviennent, Angel de Thierry Mugler est sorti. C'était le premier parfum qui a cartonné, dit gourmand, et à l'époque c'est un choc. Il n'y avait pas de rose, pas de jasmin, pas de musc, non, on était sur du caramel, du chocolat, de la barbe à papa. En gros, c'était un des premiers parfums qui te donnait envie de lécher ton poignet. C'était une provocation à l'époque, ça a été mal perçu par certains, mais les parfumeurs ont fini par comprendre que le sucre c'était presque plus fort que le sexe. Ça déclenche en fait de la dopamine directement, et Angel c'est vraiment un des parfums qui a magnétisé toute cette transgression. Il a fait sentir la femme presque comme une fête foraine. Et c'est, je pense, à partir de ce moment-là qu'est venue l'idée que le corps pouvait être un dessert. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est devenu totalement banal. Les parfums gourmands ont envahi la parfumerie, et c'est d'ailleurs en ce moment les trends actuels, les 10 parfums, les 10 meilleurs parfums sucrés pour l'hiver, le parfum qui sent la gâteau, la meilleure vanille, la vanille sexy et réconfortante, et c'est tellement devenu un réflexe collectif qu'on en a même plus conscience. L'odeur sucrée est devenue une odeur du succès commercial. On peut citer Black Opium d'Yves Saint Laurent, La vie est belle de Lancôme qui a littéralement fait un carton. Pareil pour Prada Candy, Bonbon de Viktor & Rolf, Kayalin, le fameux Vanilla 28. Et maintenant, la nouvelle vague, c'est les parfums à la vanille lactonique, le latte perfume presque, le skin scent au arrière-goût de lait si je puis dire. Et plus récemment, on a eu Dévotion qui sent littéralement la tarte au citron meringuée, Bianco Latte qui est littéralement un caramel caramelleux, et Angel Share qui reprend carrément l'identité olfactive du cognac. Et le pire, c'est que maintenant, ces parfums-là ne sont quasiment même plus perçus comme ultra sucrés. C'est devenu vraiment les parfums de base. L'odeur du propre, féminin, poudré, c'est plus du tout à la mode. En fait, le sucre, il est passé du registre en fait presque de la tentation au registre du réconfort. Et ça, y compris dans les parfums masculins. Et ce qui est intéressant, c'est que également les marques de mode reprennent cette logique. On peut citer entre autres Jacquemus qui a envoyé des plaquettes de beurre et des tartines aux influenceurs pour sa campagne. Et forcément, les marques de skincare ont emboîté le pas. On te vend une crème comme un parfum, sucré, addictif, doux, rassurant et surtout non menaçant. Parce que finalement c'est ça un petit peu le cœur de la foodification, c'est de faire croire que la beauté c'est un moment de gourmandise alors qu'en réalité c'est un moment de conditionnement. D'ailleurs dis-moi en commentaire, est-ce que t'as déjà craqué pour un produit qui ne sentait que bon ou qui avait l'air bon, et si oui, quel produit tu as acheté? Et je serais curieuse de savoir combien d'entre vous sont tombés dans le piège du ça sent bon donc ça fonctionne. Et la foodification c'est une idée qui vient pas de nulle part. Avant de s'inviter tout simplement dans la salle de bain, c'était une esthétique de plaisir qui était bien évidemment dans la cuisine. Et on va retrouver là encore le fameux concept du
food porn. Avec Instagram, c'est devenu un vrai style dans les années 2012. On mettait en scène la bouffe, on la rendait désirable, on jouait avec les textures, les couleurs, les reflets, on positionnait nos assiettes comme ci, comme ça sur notre table. Bref, c'était le cliché de l'instagrammeuse qui photographiait son repas religieusement. Tous les autres attendaient qu'elle ait fini son cirque. On transformait à l'époque un repas banal comme un moment ultra sensoriel, instagrammable. Et d'ailleurs, tu l'as forcément remarqué, l'esthétique du food porn a été prise d'assaut par les mecs qui se sont emparés en fait de ce phénomène en le poussant toujours et encore plus loin. Fini, voilà, juste les petites photos de food porn, de bon appétit bien sûr. Là, on est carrément tombé dans l'analogie la plus pure des films pour adultes. C'est tellement devenu grotesque que ces mecs sont devenus en fait des mèmes d'internet. Le type avec la chemise déboutonnée, avec l'huile d'olive qui coule au ralenti et ses doigts qui se fourrent je ne sais où là. Et c'est là où tu vois où je veux en venir, les marques de beauté ont juste finalement copier la recette parce que ces vidéos là de food porn ont cartonné. Elles ont remplacé le chocolat fondu par un mica marron glacé et on a gardé les textures mousse, beurre, chantilly, fondant. Et forte du succès commercial des parfums gourmands, des parfums sucrés dans la parfumerie et de la mode effectivement de la foodification, les marques de cosmétiques se sont dit tout simplement si on transposait ça dans nos cosmétiques. Et là c'est le début du grand buffet libre d'accès. En fait au départ c'était assez léger. On retrouve dans les années 2010-2015 à peu près des produits cosmétiques comme la Chocolate Bear de Too Faced, une palette de fard à paupières un petit peu cacaoté qui sentait le cacao, avec des teintes qui s'appelaient Chocolate Milk, Hazelnut, Champagne Truffle. C'était relativement fun, on avait ce petit clin d'œil avec ce packaging. Finalement c'était un petit peu second degré, sauf qu'en fait ce clin d'œil s'est intensifié de plus en plus. Et aujourd'hui c'est devenu une stratégie vraiment à part entière. Aujourd'hui la nourriture, c'est même plus une métaphore, c'est un concept marketing central. Les marques l'ont bien compris, que ce soit skincare, haircare, bodycare, ce que tu veux, les consommateurs avaient un intérêt plus pour la naturalité, mais surtout le DIY avec les fameux masques à l'avocat. Et c'est là, entre autres, que Airfood de Garnier a joué un coup monumental à l'époque, dont je vous avais fait des vidéos qui avaient cartonné. Ils sortent en gros un packaging de smoothie avec un fruit en gros plan, un discours 100% vegan. La personne, voilà, s'en mêle les pinceaux et pense que c'est 100% naturel, avec ce truc nourrissant, sensoriel des Garnier Airfood. Tout est fait pour que tu penses que tu aies l'impression de te faire un masque à la pastèque, à la banane, au cacao, que sais-je. Sauf que comme d'habitude, la formulation contient un tout petit pourcentage d'extrait du fameux fruit, juste assez pour que ton cerveau puisse penser que c'est vraiment un produit naturel. C'est ce qu'on appelle finalement la naturalité perçue, c'est le fameux vernis de crédibilité, mais en réalité ce n'est que du marketing. Et à l'époque, lorsque j'ai fait les vidéos sur les Airfood, j'avais pas du tout conscientisé qu'on basculait dans la foodification moderne, celle que l'on connaît aujourd'hui en 2025. C'est le moment maintenant où la nourriture est devenue un langage esthétique et émotionnel et pas un ingrédient. Les marques l'ont très bien compris et pour elles c'est 1000 fois plus sexy de dire crème chantilly corps gourmand que émulsion huile eau avec un tensioactif très doux. Et comme tout ce qui est sur TikTok doit donner toujours plus faim, les textures deviennent de plus en plus appétissantes et performative. Chez Rhode, on va retrouver le Peptide Glazed Fluid qui évoque carrément un glaçage ou du lait. Jisoo te vend littéralement du miel liquide pour les cheveux. Glow Recipe te promet une pastèque juteuse pour ta peau. Et Drunk Elephant joue carrément la carte du smoothie skincare avec ses mix and match colorés à mélanger comme si tu faisais ta petite tambouille du matin. La beauté s'est transformée presque en petit-déj fruité, doux, sucré et surtout parfaitement instagrammable, bien entendu, mais qui permet d'attiser une curiosité telle qu'on a envie de tester la texture, d'aller en magasin, de satisfaire presque nos envies ASMR. Et si ça te donne envie de manger ta crème hydratante, c'est que la stratégie a parfaitement fonctionné. Tout ça a été amplifié par TikTok et notamment la Gen Z ne veut plus spécialement d'un produit efficace. Elle veut avant tout une expérience. Un truc qui mousse, qui fait du bruit, qui est satisfaisant, qui brille, qui colle un peu mais pas trop. Bref, qui est fun à filmer. Et dans ce jeu-là, dans ce marketing-là, bien évidemment, la nourriture, c'est la reine absolue en termes d'esthétique. Un produit qui ressemble en fait à un snack, c'est instantanément viral. Par exemple, on peut citer les nettoyants coréens à base de mochi. Rien que le nom pourrait presque faire saliver des personnes. Le packaging il est pastel, la texture elle est rebondie façon dessert japonais, les bruits sont hyper ASMR quand t'appuies sur la pompe, bref, c'est presque un dessert interactif. Ou encore les fameux baumes démaquillants qu'on éplucherait comme on épluche une pomme pour se démaquiller. Ou les nettoyants également qui ressemblent à de la chantilly. On ne dit plus je me démaquille, on dirait presque je fais ma routine mochi, je deviens une strawberry girl et je fais un latte make-up. On n'est plus dans l'ère du skincare, on
on est dans l'ère du snack care. Il suffit de regarder, très récemment, Lancôme a repris tout l'archétype de la barista et du café pour vendre ses derniers lip oil. Le produit dont il est question est devenu presque un code social à lui tout seul, il est identifiable en 3 secondes, facile à commenter et surtout à consommer visuellement. On te vend plus vraiment de l'efficacité, des peptides, des machins, on te vend une couleur pastel, un geste filmable, une expérience sensorielle, intrigue qui pique notre curiosité au même titre qu'un restaurant avec une étoile, puis de voir les PR packaging qu'on a envoyés aux créateurs de contenu. Et ce qui est intéressant avec le cas Aya Nakamura et la campagne de Lancôme, c'est que la foodification, elle est au service du rajeunissement. On n'est plus sur un parfum un petit peu vieillot qui sent la vieille dame sortie d'EHPAD. Là, on est carrément tombé dans le café latte. Le produit s'appelle littéralement Idol Café et tout le storytelling autour de cette campagne tourne autour d'un univers sucré, lacté, chaud, presque totalement comestible. Et on retrouve dans les TikTok tous les codes du moment, la couleur caramel, l'ambiance douce, les textures onctueuses et Aya qui est l'incarnation de cette féminité ultra moderne, populaire et accessible. Et finalement c'est une stratégie hyper brillante parce que sur le papier, Lancôme s'associe à une star avec cette image un petit peu urbaine et également elle intègre ce parfum qui évoque bien évidemment le café, un geste qu'on fait quasiment tous avec son petit café du matin. Et Lancôme, ce qu'il cherche à faire, c'est à se replacer dans le radar des plus jeunes générations. Le message, il est assez clair, nous aussi on peut être cool, sensuel et sucré. Et le café, ici, il est utilisé comme une passerelle entre les deux mondes. Celui du luxe, du patrimonial, mais aussi celui de la culture populaire. Et derrière, en fait, ce virage un petit peu sensoriel, il y a clairement un besoin presque désespéré de dépoussiérer un petit peu Lancôme. Parce que Lancôme, on voit qu'ils cherchent à se refaire une jeunesse sans casser leur image de prestige, de luxe. Donc, elle mise sur la gourmandise chic. Assez sucrée pour séduire la Gen Z, assez dorée pour ne pas froisser les clients historique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Lancôme ne vend pas simplement un produit à l'odeur de café, elle rend également une promesse d'un luxe plus digeste, plus accessible, avec le geste du café du matin. Le café n'est finalement plus qu'un prétexte, c'est un symbole parfait pour une marque qui essaye de rester éveillée dans un marché qui change 1000 fois plus vite qu'elle est. Mais regardons un petit peu dans notre rétroviseur parce que même si on a l'impression que la foodification a l'air d'être une tendance très récente, en réalité le principe il est vieux comme le monde. Il y a un article du New York Times qui date de 1989 qui en parle déjà et ça c'est pépite. On y apprenait que les marques comme La Prairie ou Ingrid Millet mettaient littéralement du caviar dans une crème de jour pour les vendre à 75 $ le pot, soit exactement le même prix qu'un petit pot de caviar. Le plus drôle c'est que même à l'époque les dermatologues disaient que ça ne rendait absolument pas la crème plus efficace. Ce que les marques vendaient, c'était pas forcément des résultats, c'était tout simplement du statut social. Ce fameux luxe gastronomique servait à légitimer les prix de luxe de la cosmétique. Et la foodification d'aujourd'hui, c'est tout simplement la version accessible de cette stratégie. On a troqué le caviar qui est quand même positionné très haut de gamme contre du beurre fouetté, du lait d'avoine, café, mais la sensation reste la même, te vendre une émotion, une image, une symbolique, pour te faire surtout oublier que la formule, elle coûte pas grand chose à produire. Et il faut savoir que le sucre, c'est politique, le choix des aliments n'a jamais été quelque chose d'innocent. La nourriture a toujours été un marqueur social, un signe de distinction. Les marques ne choisissent pas évidemment leurs ingrédients au hasard, elles piochent dans le catalogue du beau, du confort, du bourgeois, le miel doré, le lait d'avoine, le beurre fouetté, le sirop d'érable, le café, le chocolat. Mais attention, pas de kinaki, pas de patates, pas de cordon bleu. Tous ces aliments racontent plus ou moins la même chose, une vie saine, équilibrée, confortable, avec une touche de gourmandise. C'est un espèce de mode de vie où on a le temps de se faire un matcha le matin, avant d'aller faire ton petit yoga. Et bien évidemment qu'on verra jamais une marque de skincare te vendre une crème à la pizza, parce que le gras, le salé, c'est un positionnement populaire, non clean. Et bien évidemment, le marketing de la beauté, lui, doit rester instagrammable, aseptisé, socialement acceptable. Et pour moi, la foodification, c'est la version moderne de s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. On te vend du plaisir superflu, ce fameux sucre qu'on s'accorde quand on a les moyens d'oublier la réalité. Tu n'achètes pas une crème à la vanille, tu achètes un symbole, au même titre
que les trompe-l'œil de Cédric Grolet. Ça s'appelle du luxe comestible, c'est du bien-être accessible uniquement à celles et ceux qui peuvent se l'offrir. Et d'ailleurs, on le voit très bien avec Jisoo et son lancement pour les lip oil dont je vous ai parlé dans cette vidéo, en association entre autres avec Cédric Grolet, ponte de la pâtisserie de luxe. Alors, pour ma part, je les ai goûtés, c'est sympa, mais fondamentalement, j'en rachèterai pas, je n'en raffole pas et je n'en rêve pas la nuit, pour nous démontrer exactement ce phénomène. Plus le luxe est comestible, plus il devient accessible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle transforme ce soin en achat d'impulsion déguisé en récompense psychologique. Tu ne t'achètes pas un produit dont tu as besoin, tu t'achètes une espèce de friandise visuelle pour te sentir mieux. Et la dopamine fait le reste. Et voici comment l'industrie de la beauté devient une pâtisserie émotionnelle qu'on consomme sans jamais être rassasié. Et d'ailleurs, la journaliste Lorraine Malka nous disait dans les années 90 ce qu'elle appelait le repas fantasme. À l'époque, on était en plein dans cette tendance héroïne chic, des corps ultra maigres, des visuels glacés, des femmes presque dénutries. Et face à ça, l'industrie de la beauté a trouvé une manière de récompenser littéralement en proposant des masques enrichis en lait, enrichis en crème de banane ou chocolat. Et pour elle, à l'époque, c'était une façon de nourrir symboliquement les femmes sans leur donner à manger. L'essayiste Naomi Wolf, dans les années 1990, dans son livre The Beauty Myth, a résumé tout ça dans une phrase brillante. Les publicitaires savent que les femmes se sentent sous-alimentées physiquement et émotionnellement. Et c'est exactement ça que la foodification moderne a récupéré, puisque aujourd'hui on retombe dans cette ère un petit peu héroïne chic. On nous offre toujours cette gourmandise aseptisée, le sucre, le beurre, le miel, tout ce qui évoque la chaleur, le plaisir, la douceur. Mais dans une moindre conséquence physique, puisqu'il n'y a pas de calories, pas de culpabilité. C'est un plaisir sans conséquence, lequel remplace le dessert, mais ça entretient un petit peu le même cercle vicieux, puisqu'on accumule des produits symboliques qui sont censés combler un manque émotionnel de la beauté que ça comblera jamais. Et le problème, c'est quand ce genre de marketing mise tout sur l'émotion, ça devient un petit peu une petite coquille sucrée mais vide. On te parle effectivement de chantilly, de miel, mais on te parle plus de formulation, de molécules, ni d'efficacité réelle. Et c'est ce que j'appellerais de l'infantilisation du discours de la beauté. On a un storytelling ultra sucré à la place d'un vrai contenu technique, et il suffit de voir d'ailleurs les marques de stars s'inspirer lourdement de la K-beauty en la rebrandant par ce phénomène de foodification pour cartonner à l'international et ensuite revendre leur marque, alors que les produits non marketés avec ce système de la foodification sont restés dans l'ignorance la plus totale. Le consommateur ne veut plus vérifier la composition, il cherche la sensation. Et pour moi, ça peut jouer sur la crédibilité à long terme de la marque, parce qu'à force de vouloir être jolie uniquement sur les réseaux, certaines marques oublient tout simplement d'être efficaces et d'avoir des formulations intéressantes. Le marketing en fait fleure de plus en plus avec la confusion. Il suffit de regarder la tendance des bougies qui ressemblent à des cupcakes, donuts et gâteaux. Elles sont si réalistes que des enfants et même des adultes les ont déjà goûtées, et ça a créé plein de problèmes par la suite, et les autorités sanitaires ont dû intervenir. Et d'ailleurs, même la parfumerie s'y met. On avait les parfums gourmands, mais on n'avait pas encore vu les flacons gourmands. Et d'ailleurs, les derniers flacons Latafa sont vraiment l'exemple même de la foodification de toute l'industrie de la beauté. On ne sait plus si on achète un parfum ou un cupcake. Ce brouillage, il est pas anodin. Les marques font ça, de transformer la beauté en dessert pour désactiver notre sens critique. Elles ne vendent plus du soin, elles ne vendent plus un parfum, elles vendent une régression. Et plus c'est sucré, plus ça passe. Mais comme toutes les tendances qui jouent sur les émotions, la foodification, de toute façon, elle est vouée à s'essouffler un jour. Parce que à force de vouloir tout rendre comestible, le marketing finit par nous gaver. Et il y a un moment, forcément, où le consommateur va automatiquement décrocher. Et le problème, c'est que certaines marques se sont enfermées dans cette esthétique. Regarde la marque Jisoo, par exemple. Elle repose totalement sur l'image du miel, du fameux papa qui avait des ruches, du doré, du sucré. Ou encore la marque Glow Recipe qui mise depuis le début sur cette espèce de gourmandise ultra fruitée, ultra sucrée, de peau watermelon avec des couleurs pastel. Et le jour où le sucré donnera au consommateur cette sensation de nausée, toutes ces marques vont disparaître avec la tendance, parce qu'en réalité, la foodification, pour moi, c'est pas un style durable, c'est une phase de séduction collective pour mieux nous endormir. Et moi, je vois déjà le sentiment du fed-up, où cette lassitude de sucré va nous gaver, et on va avoir besoin d'autre chose. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui vient après? Le marketing de la foodification ne te vend pas un soin, elle vend une récompense. Elle ne te vend pas un ingrédient, elle te vend une
émotion. Elle te vend un symbole de confort, une mini dose de plaisir, et c'est là où le marketing a du génie, c'est que on ne te promet plus une peau parfaite, mais on te promet juste de te sentir mieux. Parce que l'industrie l'a bien compris, on ne s'achète plus des soins, on s'achète des moments de dopamine emballés dans du plastique recyclable. Chaque peau qu'on va acheter, chaque lip oil devient finalement une médaille parce qu'on a survécu à notre semaine. La skincare est devenue une nouvelle version de la comfort food, zéro calories, zéro remords, et cette illusion de contrôle. Certaines marques de beauté ne veulent plus te vendre du résultat, mais te vendre une promesse de plaisir immédiat. C'est la même logique que sur les réseaux sociaux, du scroll rapide, un shot de plaisir rapide, du visuel, zéro effort. Tout est pensé pour activer ton système de récompense. Et c'est hyper ingénieux parce que tout le monde comprend le langage de la nourriture. C'est simple, c'est émotionnel, c'est immédiat. Et le luxe, au contraire, ce qui est intéressant, c'est que c'est très codifié, très élitiste et c'est très intimidant. Et en mélangeant ces deux mondes, les marques rendent leur discours plus inclusif sans vraiment baisser les prix. Parce que tu ne peux peut-être pas t'acheter un sac Dior, mais tu peux peut-être t'offrir une pâtisserie Cédric Grolet et un lip oil Gisou et ressentir un petit peu ce même prestige. C'est une manière subtile de démocratiser le luxe sans vraiment le rendre accessible. Et comme on est dans une époque ultra anxiogène, le climat, l'inflation, l'éco-anxiété, les crises politiques, le marketing de la foodification joue la carte du réconfort. Les odeurs sucrées, le vocabulaire cocooning, le monde brûle, mais regarde ma peau, elle brille comme un donut. Et quand une industrie commence à se tourner énormément vers la nourriture pour vendre autre chose que de la nourriture, c'est souvent qu'elle n'a plus grand chose à vendre dans le fond. Les marques ont épuisé le créneau du clean, du science-based, du joyful science et du inclusive. Elles piochent dans la seule chose qui reste universelle, le plaisir sensoriel. C'est un petit peu comme quand tu sais pas quoi te faire à manger le soir, tu te fais des pancakes ou un bol de céréales. Alors oui, la foodification, c'est hyper mignon, c'est sucré, ça sent bon. Mais derrière tout ça, il y a une industrie qui a compris comment te nourrir sans jamais te rassasier. Si jamais tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager, booster la vidéo. Et pour toutes celles qui partageront ma vidéo dans leur story Instagram en me taguant, je vous envoie un bon d'achat à Aromazone. Disclaimer, j'ai juste plein de bons d'achat Amazon et je sais pas quoi en faire. Et les premières qui partageront du coup cette vidéo en story, je vous envoie un petit bon d'achat à Amazon. Merci à toi d'être resté jusque là. J'espère que tu as appris plein de choses sur la foodification, mais surtout que tu prendras conscience de l'impact marketing que ça peut avoir sur toi. C'était la petite Gabi et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.